Et bonsoir! Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ania, nous sommes en direct sur le groupe Académie des Femmes Lumière. C'est un magnifique nom, j'adore. Les femmes lumière, c'est beau. Et ouais, T'as bien trouvé. Ouais, tout tourne autour de la lumière. Donc, et il m'est venu comme ça, hein, ce titre. J'ai demandé, puis ça m'est venu. J'allais écrire et tac, c'est descendu. J'ai fait. Yes. J'adore, je trouve ça beau. Femme lumière, ça me parle. Tu vois, ça résonne pour moi. Super. Je crois aussi pour toutes les femmes du groupe et les hommes aussi, les hommes lumière, parce qu'on ne va pas les oublier, ces hommes-là. Les hommes sont dans le groupe aussi des femmes lumière, hein, c'est bien. Avec un yin en général bien développé, ça fait vraiment du bien. Voilà. Et bien, bienvenue à tous. Alors, je regarde juste dans les commentaires. Donc, vous verrez au-dessus de cette vidéo un lien bleu, streamyard.com/Facebook. Vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous amener sur un autre, comment on dit, Ania, une autre… Une appli qui s'ouvre, c'est ça? Ouais, une appli. Et en fait, ça vous permet de vous identifier, puisqu'après, on fera un petit question-réponse. Et pour savoir qui est là, en fait, nous, on a besoin que vous cliquiez dessus. Sinon, quand vous allez en fait écrire des commentaires ou bonjour ou tout ça, on ne sait pas qui c'est. Nous, ce sera marqué Facebook User. Vous, en effet, en tant que participant, vous verrez votre nom. Mais nous, comme on est sur une interface différente, on ne le voit pas. Voilà. Donc déjà, est-ce que vous avez possibilité de nous dire si le son et l'image est OK? Comme ça, on sait que tout est OK avant de partir sur notre direct. Voilà, donc on attend… J'inaugure avec toi, Sophie, c'est ça, le premier live invité. Donc, je suis honorée d'être là ce soir. Yes, oui. Le premier live est sur un sujet tellement important et puis qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. C'est juste une évidence aujourd'hui et c'est vraiment, moi je voulais vraiment mettre ça en avant et en clarté parce que on est vraiment sur une incarnation et là un processus d'ascension où on vient libérer en fait le féminin sacré, on va en parler. Donc avant toute chose, je n'ai pas de commentaires. Ah, alors les gens sont timides. Marquez-nous juste, voilà, si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, et comment vous allez aujourd'hui aussi, nous dire si vous êtes en forme. Voilà. Soyez pas timide. Voilà. Donc, on va commencer en fait par ta présentation, Ania, qui tu es, quel est ton cheminement. Et Madeleine, yes! Ah, merci. Bonsoir, Madeleine. On a au moins une personne qui nous regarde, c'est chouette. Non, on en a plus. On a ça. Non. Moi, j'ai pas le décompte. Moi, je voyais un commentaire, mais c'est bien. Voilà, super. Bon, parfait. Donc, on va commencer du coup. Ania, donc, écoute, si tu veux bien te présenter. Ouais. Avec plaisir. Moi, je m'appelle Ania Tsai, je suis coach de vie. Je suis également thérapeute, je suis praticienne en thérapie brève, donc je suis notamment praticienne en PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Je suis praticienne en hypnose thérapeutique. Je suis praticienne également en EMDR, voilà, et en DNR, qui est du Deep Neural Repatterning, c'est-à-dire de la restructuration profonde du système neurologique. Quel nom barbare, vous allez dire. C'est une spécialité de la PNL pour traiter tout ce qui est fonctionnement inconscient, pour aider les gens dans un état de changement, pour traiter aussi des traumas, par exemple, voilà. Je vais résumer rapidement. Je suis praticienne certifiée en scan thérapeutique et je suis auteure d'un livre qui s'appelle « L'or de nos cicatrices ». Ça me permet de montrer, l'or de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, qui vient de paraître il y a quelques mois aux éditions First, où je donne des outils aux personnes pour avancer dans leur chemin de résilience après cette épreuve. Je suis également la fondatrice et la présidente de l'association Les Résilientes, qui organise des groupes de parole à Paris pour les femmes, mais également les hommes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, c'est l'une des rares assos, pour ne pas dire quasiment la seule asso à Paris qui organise ce type de groupe de parole
voilà, surtout pour les hommes, il y a rien. J'accueille aussi des personnes transgenres, je précise, dans mes cercles de parole. Voilà, je suis la créatrice de la chaîne YouTube qui s'appelle Agnès Saïd et Résiliente, où chaque semaine, je partage du contenu gratuit pour aider les personnes sur leur chemin de libération et de résilience, voilà, après l'épreuve. Donc, je fais succinct ma présentation. Super. Mais c'est déjà pas mal. Je veux dire, il y a déjà beaucoup de choses. Donc, super, super. Vous l'aurez compris, la résilience, c'est un thème qui me passionne, en fait. Tout ce qui est libération, reconstruction, résilience. Donc, notamment après une épreuve traumatique. Et on va dire mon cœur de métier, ma spécialité, c'est l'accompagnement post-trauma après des violences sexuelles, qui est un thème ô combien d'actualité aujourd'hui, depuis voilà, MeToo, la libération de la parole. C'est voilà, un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité et qui est essentiel, en fait, je pense. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment, moi, ça me tenait vraiment à cœur, ce sujet, parce qu'on a ce point commun, hein. Et c'est vrai que j'ai constaté, en fait, quand j'ai ouvert cette porte de la spiritualité, du retour à soi, en fait, que dans les communautés, en fait, il y avait énormément de gens qui avaient vraiment subi des viols, et que ce soit des femmes, mais aussi des hommes. Des hommes, des enfants, voilà, des personnes transgenres. Mais c'est vrai que j'ai oublié de préciser dans ma présentation, parce que je fais ma présentation pro, mais j'ai oublié de dire, peut-être, voilà, c'est essentiel de préciser lors de ce live. Moi, je suis une résiliente, en fait, d'un viol que j'ai subi dans mon enfance, et j'ai mis plus de 20 ans à libérer ma parole, en fait, suite à cette épreuve. Donc, moi, j'avais 15 ans et j'ai libéré ma parole, j'en avais 36, tu vois, il s'est passé 21 ans. Et depuis, donc, ça remonte à il y a 6 ans, voilà, la libération de ma parole. Et on va dire que j'ai fait un bond en avant dans mon parcours de reconstruction à partir du moment où j'ai libéré ma parole. Et aujourd'hui, je consacre ma vie à encourager la libération de la parole des autres, tu vois, étonnamment. Après avoir moi-même gardé 20 ans le silence. Et j'accompagne les personnes voilà, vers leur chemin de libération et de résilience. Et je suis heureuse d'être là ce soir pour montrer, voilà, moi je connais ce thème aussi pour l'avoir vécu moi-même. Donc je sais ce que c'est aussi le poids du silence, de l'isolement, parce qu'on se sent très très souvent seul, en fait, voilà, marginalisé quand on a vécu ce type d'épreuve, et que ce chemin de résilience est possible pour moi, donc il est possible pour chacun de nous, hein, pour vous tous et toutes, hein, qui nous écoutez, soit en live, soit en replay. Ouais, tout à fait, parce que toi, la particularité, c'est qu'en fait, tu as le souvenir donc de ce qui s'est passé. Oui. Voilà. Moi, c'est vrai que je n'avais pas d'amnésie traumatique. Alors, moi, j'ai vécu quand même plusieurs types de violences sexuelles dans ma vie. On va dire le gros trauma, on va dire, c'est le viol que j'ai subi quand j'avais 15 ans. C'était lors d'un cambriolage qui a mal tourné, on va dire. Et celui-là, je n'avais pas d'amnésie traumatique. Mais moi, j'étais dans le déni et dans la minimisation des actes après. Ce qui explique que j'ai essayé de refouler ça, parce que en n'en parlant pas, c'était une façon pour moi aussi de fuir cette réalité-là. Donc pour ça, tu as raison, je n'avais pas d'amnésie traumatique. Après, moi, j'ai travaillé, j'appelais ça mon gros trauma, c'est celui-là le plus gros, on va dire. Et en travaillant dessus, en libérant voilà, ma parole, j'ai fait aussi un parcours thérapeutique, j'ai fait un parcours aussi de soins énergétiques, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, quelques années après, ça fait pas très longtemps, ça remonte à peut-être il y a 2-3 ans, en fait, j'ai eu j'en parle dans mon livre, j'ai un souvenir traumatique qui remontait, donc j'ai subi aussi un autre viol, en fait, quand j'avais 11 ans. Et là, alors je sais pas si je vais dire j'avais de l'amnésie traumatique, c'était refoulé, en fait, mais j'ai mis du temps à que ça revienne à la mémoire, parce que je pense que j'avais déjà le gros trauma à traiter, donc traiter plusieurs traumas de violence sexuelle, c'est trop. Enfin, c'était trop, sans doute, pour moi. Mais sur cela, ça va être une sorte d'amnésie traumatique, parce que quand je m'en suis souvenue, je dis, mais oui. Et évidemment, là, je m'en souviens, mais c'était vraiment longtemps après, ça remonte à il y a quelques années seulement. D'accord, donc c'est important, en fait, que tu amènes ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les violences sexuelles, il y a vraiment plusieurs possibilités, en fait. Il y a le viol, en effet, où on est en conscience et on voilà. est pleinement là. On peut mettre les mots dessus. Voilà. Celui-là, je peux mettre les mots dessus. Voilà. Il y a le viol, comme tu dis, qui est refoulé, où là, tu l'as enfoui à un moment donné et ressort plus tard, mais ce n'est pas une amnésie traumatique, parce qu'après, tu dis, ah oui, il y avait ça. Donc, c'est refoulé. Mais j'avais oublié cet événement, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est revenu à ma mémoire. Et quand c'est revenu, parce que c'est un thérapeute qui m'a fait creuser dessus, il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé à 11-12 ans? Alors, je lui ai dit, non, vous trompez, c'est à 15 ans. Il me dit, oui, 15 ans, je sais, pour le viol. C'était un éthiopathe. Hein. Donc, en fait, lui, il travaille avec le pouls radial. Je ne sais pas si tu connais, mais quelqu'un qui prend ton pouls radial de la main gauche et te dit, je ne sais pas comment, mais tes traumas.
Et je lui dis non, non, vous êtes trompé. Et c'est là qu'il m'a révélé cette mémoire. Et il me dit non, mais vous avez vécu un autre déviance sexuelle de type inceste à l'âge de 11-12 ans. Alors je dis ah non, vous vous trompez, franchement, je m'en souviendrai. Et c'était à 15 ans. Et il me dit non, non, mais dans votre corps, quand je prends votre pouls, et ben c'est dans la mémoire de votre corps, il y a ça. Et quand je dis inceste, c'est peut-être pas votre père, mais c'est quelqu'un qui avait autorité sur vous. Un prof, un médecin, etc. Je dis ok. Et ça, je m'en suis souvenue le lendemain parce que ça m'avait tellement travaillé ce qu'il m'a dit, ce médecin. C'est un médecin naturopathe. Et le lendemain, et d'un coup, j'ai réfléchi toute la nuit, c'est revenu à ma mémoire. Donc, je ne sais pas si je veux dire c'est de l'amnésie traumatique. Je pense qu'en fait, je savais, mais j'avais tellement refoulé que j'avais oublié, en fait, cet événement-là. Mais quand c'est revenu à ma mémoire, là, je m'en suis souvenue et j'ai mis du temps à mettre des mots dessus. Pour moi, c'était dur de dire que c'était un viol. Mais dans les critères de la loi, quand j'en ai parlé à une amie avocate, elle me dit, Anya, ça s'appelle un viol. Bon, je peux expliquer parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Oui, moi, c'était c'est des violences médicales avec un médecin qui m'a fait un toucher rectal sans mon consentement. Donc, il m'a enfoncé ses doigts dans mon anus, on va dire, quand j'avais 11-12 ans, et qui ne m'a pas prévenu. Et donc, aux yeux de la loi, ça s'appelle un viol. Mais moi, j'ai du mal à le considérer comme tel parce que, tu sais, un viol, on pense que c'est avec pénétration, je ne sais pas, vaginale et avec un pénis. Mais non, même l'introduction de corps étrangers, un objet, des doigts, etc., que ce soit, je ne sais pas, dans ton anus, ton vagin, ça s'appelle un viol. Et ça, j'ai mis du temps à le conscientiser. Et moi-même, j'ai fait un gros travail thérapeutique sur le premier trauma qui, pour moi, j'estime qui est le plus gros des traumas. Mais j'ai eu des violences médicales. Et après, en mettant en lumière tout ça, après, j'ai réalisé aussi toutes les violences que j'ai subies dans mon enfance. J'ai eu des violences médicales d'ordre gynécologique. Lors de mes accouchements, on m'a imposé des épisiotomies forcées. J'avais bien dit, je n'en veux pas, mais ça a fait d'office sans me demander, tandis que je m'étais opposée. Donc, ça s'appelle aujourd'hui des violences gynécologiques, en fait. Donc, j'ai tout un parcours comme ça de traumas qui sont, moi, au niveau de la zone du périnée. Génital, en fait. Voilà, génital. Et c'est vrai que tous mes traumas, on va dire, sont à ce niveau-là. Mais j'ai eu une accumulation comme ça. Mais comme je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, tu vois, je n'arrivais pas à libérer ma parole. Et aujourd'hui, je veux dire ça, tu vois, même pour l'épisio forcé, des choses comme ça, ça ne m'étonne pas aujourd'hui parce que moi-même, je n'arrivais pas à verbaliser. Je ne pouvais pas dire pourquoi il ne fallait pas toucher à cette zone. Parce que même moi, j'étais dans l'incapacité de dire, en fait, que j'avais subi un trauma à 15 ans et que cette zone, c'est pour ça qu'il ne faut pas y toucher, etc. Tant que tu verbalises pas, pour moi, quand tu mets pas des mots sur ce que tu as vécu, donc si tu ne sais pas que tu as vécu, je sais pas, on va dire un viol ou une agression sexuelle qui n'est pas pareil, ou de l'inceste ou des attouchements, etc., c'est dur aussi de te situer si tu sais pas mettre des mots justes dessus. Parce que déjà, au niveau de la loi, c'est pas pareil. Si tu as vécu une agression sexuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénétration, c'est un délit aux yeux de la loi. Par contre, si c'est un viol, donc avec pénétration sexuelle, aux yeux de la loi, ça s'appelle un viol. Et là, ça devient un crime qui est jugé en cour d'assises. Et du coup, c'est pas pareil parce que ça va changer aussi, on va dire, au niveau des délais de prescription pour la victime. Tu n'as pas le même temps pour aller porter plainte et être dans tes droits si tu as subi, on va dire, une agression sexuelle ou un viol. C'est pas la même chose, c'est même pas jugé dans le même tribunal, tu vois. Donc, c'est important, en tout cas, je pense pour les gens qui nous écoutent, quand tu as vécu des violences sexuelles, de pouvoir déjà poser les mots justes sur ce que tu as vécu. Bien sûr, les conséquences peuvent être aussi, on va dire, les conséquences d'attouchement, d'agression ou de viol, on va dire, les conséquences, c'est pas par rapport à on va dire, entre guillemets, ce qu'on pense à la gravité des actes, tu vois. Moi, j'ai eu des personnes que j'accompagne en groupe de parole qui avaient vécu, entre guillemets, que une agression sexuelle, entre guillemets, je mets des pincettes parce qu'il n'y avait pas de pénétration sexuelle, mais il y avait des attouchements, etc. Mais quand elles expliquent les répercussions dans leur vie, on ne pourrait pas croire que la personne, elle a subi que ça, parce que par rapport à une personne qui a vécu l'inceste pendant des années ou un viol, etc., tu ne peux pas faire la différence entre la personne qui a vécu juste une agression et une personne qui a été violée, à plusieurs reprises ou une seule fois, etc. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas, on va dire, proportionnel à la répétition ou c'est assez subjectif aussi, tu vois. Oui, et puis ça dépend aussi, je pense, de chaque personne. Et je voulais amener aussi très rapidement, parce que moi, je veux vraiment refaire un live là-dessus, c'est sur justement la mémoire traumatique. Et c'est là où je trouvais ce live aussi intéressant, puisque moi, c'est par là que je suis passée. La mémoire traumatique, en fait, ça veut dire que, donc moi, j'ai 48 ans,
j'ai eu accès en fait à cette mémoire il y a seulement 1 an et qu'en fait, toute sa vie, on a plein de choses au niveau du corps qui nous bloquent. Ou de l'amnésie traumatique, c'est ça, quand tu dis mémoire traumatique, c'est de l'amnésie traumatique. Ton corps, il sait, mais toi, tu n'as aucune idée en fait ce qui s'est passé, parce que quand il y a en fait une amnésie traumatique, c'est qu'en fait, il y a eu à un moment donné quelque chose de tellement violent que du coup, en fait, il y a une dissociation du corps. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et il y a une intelligence vraiment du corps, de la mémoire, etc., qui fait que ton corps, il a imprimé, c'est engrammé dans les cellules, il y a des mémoires. Ta tête, non, c'est vraiment enfoui, mais dans un recoin inaccessible. Et toi, tu es toute ta vie avec des choses au niveau de ton corps, tu ne sais pas ce que c'est. C'est vrai que moi, à partir du moment où j'ai ouvert cette porte, j'ai cherché parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc et tout. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que aujourd'hui, on va nous donner accès à des choses qui n'étaient pas accessibles au niveau de la mémoire quand on est prêt à les recevoir. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu vraiment, parce que je me doutais que c'était ça. Et j'avais téléphoné à un gars qui faisait de l'hypnose. Et il m'a dit, vous savez, pour moi, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution d'aller chercher ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai abandonné. J'ai dit, ouais, il a raison. Et 1 an après, c'est justement pendant le scan thérapeutique. Ah, c'est pendant la formation scan. D'accord. Ça, en fait, il y a eu un déclencheur. Et après, tac, ça tombait de partout, en fait. Tout s'est recoupé. Et mais c'était violent, non quand tu as eu le retour ça a été un soulagement, en fait. Ça a été soulagement pour toi, d'accord. Parce que pour certaines personnes, ça peut être très violent, tu sais, des flashs, des retours de la mémoire. D'accord. Alors, on est bien évidemment, moi, la complexité du truc, c'est que j'ai fait un certain nombre de processus, donc j'ai fait de l'hypnose régressive à plusieurs reprises, etc. Tu avais tout un parcours thérapeutique déjà aussi. Oui. Accompagné. Une fois que je l'ai eu, mais j'étais tellement en résistance par rapport à la personne qui avait fait ça sur moi et que ça a duré quand même un certain temps. J'ai tellement été en résistance que j'ai eu que des bribes d'images. Voilà. Et du coup, c'est hyper compliqué parce que en fait, c'est vrai que on ne veut pas en fait le reconnaître. On se dit en fait longtemps. Moi, je voyais que j'avais cette problématique et même des fois encore, ça peut tourner autour de moi. Je me dis, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Tu vois, c'est très, très compliqué à admettre en fait. Mais c'est vrai, tu as raison, pour des personnes qui, comme toi, qui ont souffert d'amnésie traumatique, et j'accompagne aussi pas mal de personnes comme ça, que ce soit en individuel ou dans mes groupes de parole, il y a cette problématique, tu sais, de ne pas avoir parfois tous les souvenirs. Hein, tu vois, tu peux avoir des souvenirs partiels ou une mémoire parcellaire en fait. Et certaines personnes, elles ont, comme tu dis, elles ont cette intuition où leur corps leur dit qu'elles ont vécu ça, mais elles n'ont pas forcément les souvenirs des événements ni les images, etc. Et pour beaucoup de personnes, elles me disent, mais c'est dur pour moi d'avancer s'il me manque ces éléments. Mais il y a des personnes aussi, tu vois, j'ai des personnes qui viennent me voir, par exemple, moi je fais de l'hypnose ericksonienne et qui me disent, Anya, en hypnose, j'aimerais retrouver la mémoire des événements. Et donc, je comprends la demande parce que j'entends que ça doit être difficile pour la personne d'avancer sans avoir ça, mais on va dire au niveau, moi en tant que thérapeute, c'est vrai que moi je suis réticente à prendre cette demande. Enfin, moi, je n'ai pas été formée comme ça. Moi, j'étais formée en plus avec des médecins et tout, donc c'était très très carré. Mais pour moi, c'est pas un objectif. Tu vas travailler, faire retrouver la mémoire. Ouais. Parce que déjà, en fait, la mémoire, il faut comprendre comment ça fonctionne pour les personnes qui souffrent peut-être d'amnésie traumatique ou peut-être qui savent pas comment ça fonctionne. Mais la mémoire qu'on retrouve, par exemple, en hypnose ou en séance de MDR, je fais de MDR aussi. Déjà, c'est des souvenirs normalement qui sont pas utilisables en justice parce que la mémoire, comment ça marche? La mémoire, c'est pas comme, tu sais, des infos stockées dans un disque dur, tu vois, ou que c'est archivé. C'est bien plus complexe que ça. La mémoire, ça évolue, en fait, au cours du temps. Voilà. Et la mémoire que tu peux retrouver, on ne peut pas garantir à 100% quelle est la part de réel ou d'imaginaire. C'est ça qui est difficile. Donc, c'est pour ça que maintenant, en justice, c'est pas tellement utilisable. Et aussi, ça arrive aussi, hein, j'ai eu des recours comme ça, il peut y avoir en thérapie, des thérapeutes, je pense qu'ils ne sont pas mal intentionnés, mais il y a des thérapeutes qui peuvent faire une induction, induire des faux souvenirs, par exemple, qui peuvent être créés. Par exemple, ça m'arrivait, tu vois, une personne qui me disait, elle décrit des souvenirs, je ne sais pas, des symptômes gynécologiques, etc. Il suffit que le thérapeute lui dise à un moment, vous avez les symptômes de quelqu'un qui a été violé. Peut-être, là, tu fais une induction à la personne, et ah bon, j'ai pas souvenir, je ne sais pas, et peut-être tu vas commencer à chercher.
et demander est-ce que j'ai vécu ça. Peut-être que c'est possible, en effet, je dis pas. Mais peut-être qu'en fait, si la personne, elle n'a pas le souvenir, alors peut-être que oui, mais peut-être que non. Et moi, j'estime que quand la personne, de mon point de vue, hein, elle n'a pas tous les souvenirs des événements, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas non plus prête. Est-ce qu'il faut chercher à raviver absolument les souvenirs? Alors moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Quand les gens viennent me voir, je vais demander, mais c'est quoi aujourd'hui ta problématique? Est-ce que, je sais pas, tu fais des crises d'angoisse, c'est les émotions, la colère, est-ce que tu as des attaques de panique? Ça, en fait, c'est un objectif qui est travaillable. On va soulager des symptômes. Mais si l'objectif est de faire raviver la mémoire, moi, je ne suis pas partisane de créer du trauma sur un trauma qui soit réel ou imaginaire, je ne sais pas. Donc, pour moi, comme j'accompagne les gens vers un mieux-être, je n'ai pas envie d'essayer de raviver un trauma qui est sans doute peut-être existant ou peut-être pas. Et je ne sais pas si c'est mon rôle à moi. Pour moi, c'est mes limites. Enfin, c'est pas mon éthique ni ma déontologie. Mais après, ça dépend de chaque personne. Donc, mais c'est vrai que c'est complexe la mémoire. Alors oui, je te rejoins dans le sens où en effet, de toute façon, dans ce cheminement de retour à soi, pour moi, il n'est pas nécessaire d'avoir toujours la source, d'avoir le comment, du pourquoi, etc. C'est notre mental qui cherche à savoir, en fait. Après, il y a des moments, en effet, où c'est important, mais à un moment donné, c'est aussi de s'arrêter. Et l'essentiel, en fait, c'est de guérir, réparer, libérer, transmuter. Et cette part mentale, en fait, qui est très forte. Mais c'est légitime, tu sais. Je mets à la place des personnes. Alors moi, on va dire, dans mon cas, j'avais aussi la chance de ne pas avoir d'amnésie, même pour on va dire, l'autre, il y a 11 ans où je me suis souvenue avec le médecin. Quand j'ai eu les flashs, mais je dis, ah oui, mais ça, je sais, je peux le prouver, parce qu'à ce moment-là, j'étais en effet à l'hôpital et il m'est arrivé ça. Donc, c'était vrai, mais je mets à la place des personnes, voilà, qui ont... Souvent, c'est fréquent, on va dire, quand tu avais moins de 10 ans. Souvent, c'est quand tu es jeune, tu vois. Donc, peut-être dans le cas d'inceste, de choses comme ça, c'est très, très fréquent. D'avoir de l'amnésie traumatique, c'est assez caractéristique. Mais si je mets à la place de ces personnages, je me dis, c'est vrai, je me dis, ça doit être difficile d'avancer si tu es pas sûr de ce que tu as vécu. Je me mets tout à fait à leur place. Mais à un moment, c'est vrai que tu demandes, est-ce que je continue ma quête de la vérité, et sachant que je ne peux pas savoir à 100% quelle est la part de réel et d'imaginaire, et sans doute qu'il y a une grande part de réel. Hein. C'est vrai que le corps, il te parle et il te donne des messages, et que sans doute, ça veut dire quelque chose. Hein. Enfin, je ne sais même pas sans doute, j'en suis certaine. Mais à un moment, est-ce que j'arrête cette quête de la vérité, ou est-ce que je vais d'abord, je vais soulager mes symptômes, et me guérir ma blessure. Et peut-être que c'est ce choix-là qu'il faut faire. Je ne sais pas quel est le bon choix, parce que moi, je ne suis pas confrontée à ça. Et je peux comprendre qu'on ait besoin de chercher la vérité, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire avec certitude, voilà, je te garantis que tu as vécu ça et ça, ça, ça. Je ne sais pas. Mais je sais qu'en effet, en hypnose, en EMDR, en thérapie brève, tu peux retrouver des souvenirs, en fait, enfouis. Mais peut-être que j'estime que quand tu les retrouves, si tu as souffert d'amnésie traumatique, c'est qu'aujourd'hui, tu es prête, en fait, pour travailler dessus. Et si ça n'arrive pas avant, pour moi, ça ne sert à rien de s'acharner. C'est peut-être que ce n'est pas le bon moment, parce que tu as sans doute autre chose à travailler. Comme moi, je te disais à un moment, si je devais travailler sur 2 viols, je pense que je serais devenue... D'abord, il fallait que je traite le plus gros, et à un moment, j'étais prête pour le second. Mais le second, quand c'est venu à ma mémoire, je connaissais tellement bien le parcours de résilience pour l'avoir fait et tout. Franchement, ça s'est fait en très très peu de temps pour moi. Le deuxième, c'est l'espace de... Et de toute façon, le job était fait. Ce qui est clair, c'est que dans l'énergie, et ça on le voit, on le voit énormément en scan, hein, c'est que, alors le scan, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une lecture énergétique du corps. On se connecte à la personne pour recevoir des informations, puisqu'on est fait à 99% d'énergie. L'énergie est une information. Donc, du coup, on a toutes les informations en nous pour tout. Et du coup, en fait, c'est évident, et ça, on le voit tellement, et c'est ça que j'adore, l'intelligence de l'énergie, c'est que de toute façon, vous pouvez y aller par la porte, par la fenêtre, comme vous voulez, mais si vous n'êtes pas prêt, de toute façon, l'énergie ne vous ouvrira pas la porte et ne vous transmettra pas les informations, l'énergie, votre inconscient, etc., tout ce qui est planqué, de toute façon, ce qu'on vous donne, c'est que vous êtes prêt à le recevoir, et il n'y a pas de, pour moi, de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et à un moment donné, quand il y a une information qui tombe, c'est qu'on doit expérimenter ça, quoi qu'il en soit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise expérience ou de mauvais thérapeutes ou de mauvaises choses qui tombent en information. Parce que de toute façon, si ça se crée dans votre vie, c'est que vous devez en fait vivre ça, puisque tout ce qui se passe est une extension de nous. Donc à partir de là, tout est parfaitement juste. Donc du coup, oui, on est prêt à ce moment-là.
Ouais, puis il n'y a pas de, voilà, de bonnes solutions, de mauvaises solutions, de bonnes choses ou de mauvaises choses. C'est vraiment de suivre chacun, en fait, ses élans pour moi, selon ce qui s'est passé et de voir ce qui résonne, en fait, pour chacun, que ce soit la méthode, ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de creuser. Parce que c'est vraiment un parcours, pour moi, qui est unique parce que c'est un parcours propre à chacun. Parce que même s'il peut y avoir des fils conducteurs communs à chacune des personnes qui a subi ça, c'est quand même très, très particulier et précis, en fait. Et du coup, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses, en fait. Donc, on ne peut pas se tromper parce qu'il y en a qui vont se dire oui, mais alors qui est-ce que je vais voir et qu'est-ce que je fais, etc. Non, parce que de toute façon, quoi que vous choisissez, ce sera OK. Et quoi qu'il se passe. Parfois, il faut tester différentes choses, tu vois. Il y a des fois où peut-être, voilà, faut tester, voir qu'est-ce qui te convient dans ton parcours. Mais c'est vrai que j'estime que ça c'est mon point de vue, hein, voilà, quand tu as vécu des violences, bon, notamment des violences sexuelles, mais on va dire un trauma en général, et ben traiter juste l'aspect psychologique, et ce qui est très bien, hein, moi je trouve que c'est important. Mais pour moi, je trouve que ça ne suffit pas. Ça a atteint des limites. Moi, j'ai fait une thérapie d'1 an, ça m'a énormément aidé et tout. Mais à un moment, on n'est pas qu'un mental, tu vois. Il faut quand même travailler sur notre corps. Et comme tu l'as dit, et ce qui est caractéristique, je vais revenir dessus, tu vois, tu as parlé de dissociation, et ben ça, c'est très caractéristique des personnes qui ont vécu des traumas de type violence sexuelle, et que très souvent, on peut être dissocié de son corps. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'explique aussi psychologiquement, c'est un mécanisme de survie. C'est-à-dire que ton cerveau, à ce moment-là, il va choisir la meilleure option pour toi et pour ta survie, en fait. À un moment, ton cerveau dit, je prends le meilleur choix, et ce qui compte, c'est que tu survives. Et qu'il y a des personnes, voilà, j'en parle parce que c'est important aussi, des personnes, tu vois, qui me disent, voilà, moi, j'ai du mal à dire que, je peux pas dire que je me sens pas légitime à dire que c'est un viol parce que je me suis pas enfuie, je me suis pas débattue, j'ai pas crié parce que j'étais figée sur place. Mais je précise, c'est un mécanisme normal. Face à un événement comme ça, t'es en état de sidération et tu peux être en effet dissocié de ton corps et être coupé, voilà, c'est parce que c'est un mécanisme de survie, mais être en état de sidération comme ça, et face à un événement traumatique, il n'y a pas 50 000 possibilités. En anglais, on dit fight, flight and freeze. Ça veut dire, en fait, soit tu te bats, soit tu t'enfuis, ou soit tu te figes sur place. Dans la sidération, tu es figé sur place. C'est comme, on va dire, un lapin pris dans les phares d'une voiture, et il reste figé comme ça, tu peux pas bouger. Et pareil, quand tu as vécu un trauma de type violence sexuelle, ça arrive très fréquemment que les victimes ne peuvent pas du tout réagir, c'est-à-dire que tu es en état comme ça de choc et tu es anesthésié, c'est une anesthésie comme ça, ton cerveau est de fige et tu peux l'incapacité de réagir, ça veut pas dire que tu es consentante, c'est que tu peux pas réagir, tu peux pas, et parce que ton cerveau à ce moment-là, il choisit cette option-là pour ta survie. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, et si tu ne comprends pas le phénomène de dissociation, de sidération, tu vois des propos culpabilisants qu'on va dire à une victime, et pourquoi tu n'as pas crié, pourquoi tu t'es pas enfui? Mais elle était dans l'incapacité, la personne, de s'enfuir et de crier. Donc, c'est important de comprendre. Et moi, je dis ça parce que j'accompagne même des personnes, tu vois, dans mes groupes de parole, dans l'asso. Une fois, il y a une fille qui m'a dit, en groupe, partage dans un groupe, et elle m'a dit, je suis allée voir mon psy. Et mon psy m'a dit, vous auriez dû vous débattre et tout, si vous n'avez pas été violée parce que vous n'êtes pas défendu. Et j'ai dit, ah bon, ton psy a dit ça? Mais je me suis dit, même les professionnels, parfois, de santé ou des professionnels de l'accompagnement ne comprennent pas ce phénomène-là. Et donc, je trouve ça important que les gens se forment, en fait. Voilà, je ne juge pas parce que tout le monde n'a pas cette compréhension, mais j'estime que tout le monde n'est peut-être pas capable d'accompagner des personnes qui ont vécu ce type de trauma parce qu'il faut comprendre déjà des caractéristiques. Alors, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, je trouve. Ania, de toute façon, je vais te dire une chose. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on peut accompagner les personnes par notre propre expérience. Pour moi, si on n'a pas vécu les choses, ça colle pas. Moi, je fonctionne comme ça. Je sais que ce serait impossible que j'accompagne quelqu'un sur quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même. Comment on est un bon thérapeute quand on a vécu les choses. Je veux dire, on l'a vécu et on l'a surtout transmuté, on l'a réparé, libéré. Donc, on connaît toutes les étapes et les processus, mais c'est vrai, quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience-là, comment, pour moi, tu peux accompagner? Il manque une donnée fondamentale. Et je voulais juste revenir sur la dissociation parce que c'est quelque chose qui est très peu connu, qui est de plus en plus, en fait, énoncé, parce que en fait, il y a beaucoup on le fait en fait régulièrement, même sans le savoir. En fait, la dissociation, en effet, c'est quand il y a… Alors,
on va parler là sur ce cas de viol, hein, c'est qu'en fait, donc il y a quelque chose qui est tellement impactant, qui est tellement traumatisant, qui est tellement violent, que en fait, comme tu dis, c'est un mécanisme de survie. Donc en fait, il y a un mécanisme qui s'enclenche automatiquement à ce moment-là. Et en fait, il y a le corps physique, corps terrestre qui est là. Mais c'est comme si en fait, il n'y avait plus rien à l'intérieur. Et le corps d'énergie, la conscience, etc., bah, c'est dissocié, c'est à un autre endroit. Et du coup, en fait, c'est comme si le corps, tac, il n'y a que juste le corps physique, il y a juste l'enveloppe, en fait. Il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'être sorties hors de leur corps ou de voir la scène vue de l'extérieur aussi. Quand tu es en état de dissociation. Voilà. Et vous pouvez aller le voir, on le trouve de plus en plus, ça, au niveau des explicatifs. Et c'est vachement intéressant parce que je sais que moi, je suis en pleine récupération de mon corps parce que je me suis énormément coupée de mon corps, mais je n'en avais pas conscience, en fait. C'est ça qui est hallucinant. Même moi, tu vois, j'étais aussi dissociée très, très longtemps. Aujourd'hui, je travaille encore sur mon corps pour sentir. Moi, j'avais des problèmes pour sentir mon corps. Mais j'ai remarqué, c'est assez caractéristique des personnes qui ont vécu ce type de trauma. Quand tu as vécu des violences sexuelles, quasiment toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles le racontent aussi en groupe, elles ont été un moment dissociées, déjà couper ton corps ou sinon couper tes émotions. Il y a des personnes qui disent je me coupe de mes émotions, mais c'est aussi une façon tu trouves de te protéger parce que tu te coupes de ta souffrance, tu vois. Si tu n'as pas de ressenti physique ou ressenti émotionnel, tu restes que dans le mental, tu n'as plus de sensations. Donc, c'est une façon aussi de te protéger de la souffrance que tu ressens. Donc, moi, je trouve que c'est hyper intelligent d'avoir ce fonctionnement-là. Mais à un moment, c'est pour ça que je dis, c'est pas suffisant de travailler juste de l'aspect psychologique, et c'est très bien de le faire, aller chez le psy, etc. Ça vous aide, moi, ça m'a aidé. Mais à un moment, ça ne se limite pas qu'à l'aspect psychologique. Il faut travailler sur, tu es d'accord, se réapproprier son corps, ressentir son corps et dire voilà, j'ai aussi un corps. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre et c'est vrai que c'est essentiel, je trouve. Après, je sais pas si je dirais comme toi qu'on peut pas être un bon thérapeute ou un bon psy ou un bon professionnel si on n'a pas vécu ce type d'épreuve. Je dirais que si on n'a pas vécu ce type d'épreuve, on peut être un très bon professionnel, mais à condition de s'être formé. Voilà, parce qu'il y a des spécificités. Donc, moi, je connais des très bons professionnels. Mais moi, tu vois, pour moi, ça sont formés quand même, sensibilisés. Moi, même si tu peux, pour moi, te former un truc, c'est bien joli, mais ça m'appartient. Attention, c'est ma vérité, c'est moi ma conception des choses qui en effet m'appartient. Mais en effet, pour moi et encore plus sur ce type de choses, il manque des choses. Il va manquer des bribes essentielles pour accompagner quelqu'un. Et qui mieux que quelqu'un qui l'a vécu et qui a réparé, libéré et transmuté peut accompagner quelqu'un puisque lui-même connaît ses étapes. Je veux dire, pour moi, c'est fondamental. Mais bon, voilà, après, ça m'appartient. En effet, ça fait d'excellents thérapeutes ou la personne qui accompagne, mais à condition que la personne qui a vécu ce trauma, elle ait fait un travail sur elle. Il faut d'abord qu'elle guérisse sa propre blessure, sinon tu risques de faire des transferts sur la personne. En effet. Si on travaille suffisamment sur soi. Voilà, c'est tout à fait. C'est une fois que c'est réparé, libéré, transmuté. On est bien d'accord. Si tu es encore avec ta casserole avec toi, on peut accompagner la personne, mais ce sera peut-être pas la meilleure façon ce sera pas le meilleur accompagnement pour le bénéfice de la personne. Mais c'est vrai que tu as raison. Enfin, moi, le fait que j'ai vécu ça me permet d'avoir une compréhension déjà du processus. Et la personne, c'est vrai qu'elle n'a pas besoin de me dire beaucoup de choses. En réalité, les gens, je ne demande même pas l'histoire. Moi, je travaille aujourd'hui sur la problématique aujourd'hui, j'ai pas besoin de connaître l'histoire de la personne parce que peu importe ce qu'elle a vécu, mais je vois ce qu'elle me présente aujourd'hui, on travaille sur ça et on libère, on débloque. Mais en effet, ça me permet, je pense, d'aller peut-être plus vite sur certains fonctionnements. Et puis, comme je connais aussi, tu vois, quand tu as vécu des violences sexuelles, souvent tu ressens beaucoup de culpabilité ou de la honte, etc. Quand tu l'as vécu toi-même, tu comprends très bien. Et donc, du coup, tu vas pas avoir des propos culpabilisants. Je me vois mal dire à quelqu'un, pourquoi tu t'es pas enfui ou pourquoi tu t'es pas débattu. Évidemment que moi-même, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est d'être en état de sidération ou d'être dissocié. Donc, en effet, ça donne des compréhensions profondes et qu'on n'a peut-être pas si on ne s'est pas formé et si on n'a pas vécu ça. Donc, ça peut être un plus, en effet. Ça peut être un plus quand soi-même, on a fait le parcours. Parce qu'on voit tout chemin qu'on peut faire. Donc, quand c'est possible pour soi, c'est possible pour d'autres. Ouais. Et ce que je veux vraiment amener aussi, parce que moi, c'est les prises de conscience que je fais, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, en fait, impactés. Moi, j'en ai parlé avec mon médecin traditionnel il y a 10 jours. Donc, je lui ai amené ça.
Et en fait, elle me disait, mais je suis impressionnée. Elle me disait, je suis sidérée du nombre de personnes qui ont vécu ça. Donc, c'est un médecin traditionnel. Je veux dire, aujourd'hui, ça veut dire que bon, les gens, ils ne savent pas non plus. Je pense que quand on se confie à un médecin traditionnel, c'est qu'on n'a pas d'issue, en fait. Hein. Et du coup, qu'elle m'ait amené cette dimension-là aussi, voilà, ça vient aussi valider le fait qu'aujourd'hui, et on va aussi en parler de pourquoi c'est important en fait aujourd'hui de libérer la parole. Voilà, parce qu'en fait, alors moi j'amène juste très rapidement mon pourquoi c'est important. Bon, pour se libérer soi, bien sûr, hein, bien évidemment, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne se libère pas que nous, en fait. Quand on se libère, on est en train de travailler sur la lignée ancestrale et descendance, puisqu'il faut savoir que, en fait, les violeurs, pour la majorité des cas, c'est des gens qui eux-mêmes ont été violés. Donc, il y a des choses qui transmettent. La grande majorité ont été victimes eux-mêmes, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est des choses qui se transmettent. Donc, ça veut dire que si nous, on a ça en nous, alors on transmet sans le savoir des choses aussi à notre descendance. Et on travaille aussi sur le collectif. Actuellement, on travaille sur l'humanité. Et là, on est vraiment sur l'incarnation de la réparation du féminin. On est sur le féminin sacré. Et pour tout le monde, hein, je veux dire, pour les hommes aussi, puisque eux, ils viennent travailler aussi leur féminin, leur yin. Et du coup, c'est un travail de l'humanité tout entière. On est en train de réparer des millénaires. Je veux dire, on est en train d'arrêter, en fait, cette boucle infernale qui était en cause depuis... Mais c'est vrai que dans ce groupe, je peux le dire, parce que c'est vrai que c'est pas un discours que je peux avoir souvent, enfin, tu vois, sur ma chaîne YouTube, etc. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas prêts à l'entendre, mais moi, en travaillant, c'est vrai, dessus, j'ai libéré aussi toute ma lignée de femmes, de millénaires, etc. Moi, je suis d'origine chinoise, et ça s'arrête à moi. C'est-à-dire que je ne transmets pas à ma fille, etc. Et je sais que ça s'arrête à moi, mais parce que j'ai compris, parce que voilà, aujourd'hui, voilà, je me suis formée à l'énergie. Avant, j'y croyais pas. Il y a quelques années, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Mais tu vois, quand est-ce que je me suis ouverte à cette possibilité qu'il y a du transgénérationnel? Parce que très souvent, dans les violences sexuelles, et notamment dans les familles où il y a de l'inceste, eh ben, il y a déjà souvent des non-dits, des secrets familiaux. Et quand tu libères ta parole, tu remarques qu'il y a d'autres personnes dans la famille qui vont dire ah bah, moi aussi, ça m'est arrivé. Il y a beaucoup de transgénérationnel, notamment dans des familles où il y a de l'inceste. Et moi, c'était il y a 4 ans quand j'ai libéré ma parole, et moi, j'ai porté plainte il y a 4 ans. Voilà, pour le viol que j'ai subi. Donc moi, à l'époque, j'avais 38 ans, et donc il y avait prescription dans mon cas parce que je dépendais de l'ancienne loi. Et moi, je pensais à un moment que, tu vois, déposer plainte, ça allait être la libération totale. En fait, finalement, c'était une étape. Donc c'est important, je précise que c'est important quand même que le préjudice soit reconnu. Si ça nous semble nécessaire dans notre parcours de résilience de porter plainte, eh ben, je vous encourage à le faire. Moi, j'ai fait pour la reconnaissance. Voilà. Je savais très bien que ça n'allait pas donner suite. Et après ça, ben, j'ai remarqué que finalement, ça n'avait pas non plus tout libéré. Enfin, ça m'avait aidé, mais il y avait quand même quelque chose à travailler. C'est là que j'ai commencé à me tourner vers des soins énergétiques. Et là, ben voilà, j'appelle une dame que j'appelle une guérisseuse, mais en fait, c'est pas une bon, elle fait des soins énergétiques, mais j'ai donné ce nom-là, on va dire. Et c'est là qu'elle m'a ouvert cette porte-là. Elle m'a dit, Mania, tu sais ce qui t'est arrivé? C'est arrivé à d'autres femmes dans ta famille, à ta lignée de femmes et tout. Et en fait, ça t'arrive à toi parce que toi, tu vas travailler dessus et ça s'arrête à toi. Et à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me racontait, toutes ces dames? Moi, j'étais pas du tout, j'étais hyper cartésienne, tu vois, mais je fais des études scientifiques, je suis très, très cartésienne. Mais en fait, elle m'a dit quelque chose qui avait du sens pour moi. Et là, ça résonnait pour moi. Je me dis, mais ah oui. Et là, je me dis, mais là, je commence à trouver du sens à mon épreuve, tu vois. Pourquoi ça m'arrive à moi et tout. Je pense qu'on se pose souvent cette question quand tu as vécu ça. Tu te dis, mais c'est injuste, mais je comprends pas. Hein. Mais pourquoi? Et là, je me dis, mais ok, là, ça me donne déjà un but ou un sens. Et en effet, ben, en travaillant sur moi, j'ai pris conscience que finalement, ben, je libère ma parole. Alors, bien sûr, je me libère moi, et je fais d'abord dans ce but-là. En premier, c'est se libérer soi. Bah oui. Mais j'ai remarqué que ça libérait aussi sur d'autres plans. Ça ne me libère pas que moi. Je libère aussi la parole au sein de ma famille. Et puis, crois-moi que dans une communauté asiatique, c'est quand même assez tabou d'en parler. Je dis pas que c'est pas tabou dans les autres familles, mais chez les communautés, notamment asiatiques, déjà, on parle même pas de notre ressenti, nos sentiments, nos émotions, des choses comme ça. Comment tu peux parler de violence sexuelle? Donc déjà, j'ai libéré cette parole-là et qui était pas forcément attendue. Et puis après, du coup, je me libère moi, mais je les libère aussi eux. J'estime que je libère aussi une lignée de femmes, et je libère aussi mes propres enfants. Voilà, j'ai 3 enfants, dont une fille. Et je libère cette parole.
ça s'arrête à moi. Et après, parce que je travaille dessus aussi. J'ai fait un travail thérapeutique, etc. Parce que, comme tu dis, je coupe, en fait, je coupe tout là. Et j'assainis tout. C'est comme si tu assainis toute ta lignée familiale. Moi, je ressens comme ça. Oui, oui. Ah, mais tout à fait, tout Je à fait. ressens comme ça. J'impose pas ma vision à tout le monde, mais mon ressenti, c'est ça que j'ai assaini. J'ai assaini, et même pas de quelques générations, mais de millénaires. J'ai l'impression que c'est des millénaires. Non, mais c'est ça. En fait, il faut savoir aussi qu'on a en nous les mémoires en fait cellulaires d'autres vies. Donc, on a de toute façon le féminin sur cette incarnation terrestre, c'est un féminin de toute façon qui a été violé, qui a été soumis, humilié. Même c'est pas des viols, mais tu sais, c'est des soumissions, etc. Voilà. Tu vois, je vais donner l'histoire de. J'ai mon arrière-grand-mère, bon, elle est décédée à 110 ans, mais elle est née en 1902. C'était la dernière génération qui a connu les pieds bandés. J'ai toujours vu mon arrière-grand-mère avec des pieds bandés. Si tu bandes les pieds des petites filles, parce que les petits pieds, c'est plus érotique ou machin, mais aussi pourquoi? Parce que c'est un signe de soumission. Si ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ne pouvait pas marcher vite. Tu peux pas courir, c'est impossible. T'as les pieds bandés, tu marches, mais vraiment en pas de fourmi. C'est un acte de soumission aussi. Enfin, tu vois, tu soumets la femme. Donc en fait, moi, j'estime que là, c'est pas des violences sexuelles, mais c'est quand même des violences physiques. Et en travaillant, moi, j'estime sur, on va dire, la libération, bah, c'est aussi, c'est pas que des mémoires de violences sexuelles, mais c'est aussi des mémoires de violences de soumission ou d'abus de pouvoir, etc. sur la femme. J'estime que c'est ça. Ouais, et on vient libérer tout ça actuellement. Ça. On est en train de faire un ménage de folie actuellement. C'est énorme ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité. Et on arrête surtout ce processus, on arrête la boucle là. Donc, ça s'arrête, ça se termine. Donc, Et on peut se remercier, tu vois. Tu peux te remercier, Sophie, de faire ce travail. Je me remercie, moi, de faire ce job aussi. Parce qu'on se dit, ben voilà, ça s'arrête à moi. Et enfin, je sais pas, quand je dis ça, je ressens quelque chose. Je me dis, mais ok. Bien évidemment, on est en train de tout couper partout là. Donc, c'est juste extraordinaire. Et du coup, ce qu'on peut amener tout de suite, bah, c'est des. Moi, ce qui me vient là, ce serait d'amener aujourd'hui déjà au niveau thérapeutique. Moi, je peux amener ce qui m'a contribué. Donc, vraiment, ça a été des séances d'AIT. Du reste, Madeleine, je ne sais pas si elle est encore là, elle était là. C'était avec Madeleine qui est là, qui est spécialisée. Voilà, donc ça a été énorme pour moi, la séance d'AIT. Vous avez en effet après l'hypnose régressive, vous avez MDR, ça aide beaucoup pour le stress post-traumatique. Voilà. PNL, il y a plein de protocoles en PNL qui aident aussi pour le stress post-traumatique. Il y a la psychogénéalogie aussi pour remonter au niveau des ancêtres, etc. Il y a les constellations familiales qui sont bien aussi. Voilà. Oui, non, mais oui, moi je dis psychogénéalogie. Non, je pense que c'est les constellations familiales, tu veux dire. Ça aide beaucoup quand c'est au sein de la famille, etc. Ça aide. Constellation familiale, oui, mais je me suis trompée, c'est pas du tout psychogénéalogie. Là. Mais il y a beaucoup de choses parce que les thérapies évoluent. Tu as aussi l'ICV qui est l'intégration du cycle de la vie. Enfin, tu as plein de choses qui existent, plein d'outils techniques. Je pense qu'on n'est pas aujourd'hui obligé de rester 10 ans en psychanalyse. Enfin, ça peut être un choix. Mais il peut y avoir des techniques plus brèves pour soulager quand même des symptômes ou du stress post-traumatique. Alors, moi, ce que j'ai fait aussi, oui, j'ai travaillé aussi sur l'abus, parce qu'en fait, on a des fréquences, en fait, aussi, puisque moi, ce que je n'ai pas amené, c'est qu'en fait, très tôt, à partir de l'âge de 9 ans, en fait, j'ai attiré toute ma vie des détraqués sexuels. Donc, j'ai eu beaucoup de soucis à ce niveau-là. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que quand j'ai commencé mes accompagnements, j'avais beaucoup de femmes qui avaient subi des viols. Et c'est rigolo parce que je me disais, ah bah tiens, j'ai de la chance parce que moi, ça ne m'est pas arrivé. Et en fait, j'avais ces fréquences. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a tout l'aspect mental, etc. Mais la dimension énergétique est capitale, puisqu'en fait, on a des fréquences en nous qui vont en fait créer vis-à-vis des gens. Et moi, je peux vraiment vous en parler. Mais alors, je suis spécialisée où j'ai des antennes paraboliques. Je pense que même dans le noir, je suis en capacité de vous détecter un mec qui est un prédateur. Je le vois, mais à 10 000. Mon corps, il fait Mayday. Donc, c'est ça, c'est qu'on a en fait, bon, alors c'est très bien parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un baromètre, mais on m'a permis aussi, donc j'ai travaillé pour ça pendant 4 mois
elle sera notre invitée, Zina, qui est spécialisée sur l'abus. Donc ça, c'est super parce que ça permet de faire bouger ces fréquences et puis de fermer ces fréquences d'abus. Et puis après, moi, honnêtement, hein, Madeleine, j'ai fait une séance, ça suffit. Une séance d'AIT, normalement il en faut 3. Une séance pour qu'elle me libère de ma charge émotionnelle. J'ai jamais testé l'AIT. C'est une technique de libération émotionnelle, c'est ça? J'ai pas testé. Madeleine, sa particularité aussi, c'est que elle fait de l'AIT, mais du scan aussi. Donc en fait, elle allie les deux. D'accord, elle combine, ouais. Voilà, donc c'est vrai que cette dimension de scan thérapeutique en plus, toi tu l'as aussi. Ouais, moi je combiné avec de la PNL ou de l'hypnose ou le MDR, mes outils à moi, parce que l'AIT, c'est vrai que je suis pas formée. Donc il y a plein d'outils, mais c'est vrai que le scan, ça apporte énormément et que tu combines. En fait, tu fais ton mix d'outils, mais il y a plein de possibilités en fait. Il n'y a pas qu'une façon de traiter un psychotrauma. Après, voir ce qui nous convient le mieux. Puis c'est une question aussi d'affinité avec la personne qui nous accompagne. S'il y a une relation, tu vois, qui se crée de confiance, c'est important aussi quand tu as vécu des situations d'abus. C'est l'alliance thérapeutique, ce qu'on appelle ça comme ça. Mais l'alliance thérapeutique est fondamentale. Et tu ressens, est-ce que là, avec cette personne-là, je me sens à l'aise et j'ai envie d'avancer avec elle. N'allez pas voir quelqu'un avec qui, si votre corps vous dit non, ça va pas. Non, c'est s'écouter soi aussi. Donc moi, ça m'a énormément apporté. Moi, à chaque fois, je tombais toujours sur les bonnes personnes sur mon chemin pour m'accompagner. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un parcours, j'ai pas eu besoin, moi, de faire d'AIT, ni de MDR, même ni d'hypnose, en fait. Moi, juste une thérapie, en plus de type, on va dire, classique, on va dire, une psychothérapeute qui est psychanalyste. J'ai fait un an avec des séances un an espacées. Il m'a dit, Ania, on peut arrêter parce que je suis allée au bout avec vous. Et je peux pas vous accompagner plus loin parce que vous allez vraiment très, très loin, trop vite. Mais moi, ça m'a suffi, ça. Mais après, j'ai travaillé beaucoup par moi-même, tu vois. Je pense qu'en fait, on peut même avancer par soi-même, mais là, il faut être, on va dire, plus autonome, motivé. Dans mon livre, en fait, c'est ça que je donne des clés pour que les gens puissent avancer en toute autonomie. Et à un moment, si tu ressens le besoin, fais-toi accompagner. C'est vrai que quand tu te fais accompagner, ça va quand même accélérer le processus. Mais je ne vais pas dire que c'est impossible d'avancer seul. On peut, mais franchement, il faut quand même y mettre du sien. Il faut être autonome, il faut s'engager. Mais c'est possible. Et pour moi, un parcours de reconstruction et de résilience, quand on a vécu ce type de traumatisme, ça commence d'abord par la libération de la parole. Moi, je vois difficilement comment c'est possible d'avancer si on est dans le déni ou la minimisation, si on nie ce qui nous est arrivé. Donc pour moi, ça commence quand même par la libération de la parole. Alors je précise, quand je dis libération de la parole, ça peut être en effet à l'oral, mais il y a des personnes, peut-être que ça va être difficile pour elles à l'oral. Ça peut être une libération par l'écrit, par l'art, par la danse, par la musique. Mais du moment que ça se libère, ça s'exprime hors de soi, que ce soit à l'oral ou autrement. Pour moi, ça commence par ça. La première étape à un parcours de reconstruction, c'est libérer sa parole. Donc souvent, c'est à l'oral, mais pas que. Voilà. C'est en fait essentiel. C'est essentiel de comprendre ça. Et parce que ça permet de sortir du déni. Voilà. En fait, c'est mettre à l'extérieur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc après, tu exprimes hors de toi. Sa expression, ça veut dire qui sort hors de toi. Donc, quelle que soit la façon dont tu trouves, hein, à l'oral, à l'écrit, par l'art, la musique, la danse, ce que tu veux, hein, par le théâtre. Mais il faut que ça sorte parce que c'est comme si c'est une énergie lourde que tu portes. Il faut que tu la sortes hors de toi. Il faut que ça s'exprime. Et pour moi, ma première étape, mon premier pas, quand on m'a dit, Mania, par quoi il faut que je commence, etc., ou comment t'as fait toi, moi, c'est d'abord en libérant ma parole. Après 20 ans de silence, en effet, quand j'ai libéré ma parole, à un moment, j'ai fait un bond en avant. Ça m'a tellement soulagée. C'est comme si à chaque fois, je lâchais un sac de lest, tu vois, de fardeau. À chaque fois, je racontais un moment mon histoire. Et les premières fois, crois-moi que j'étais en larmes. Aujourd'hui, je peux raconter sans que ça me fasse rien, parce qu'aujourd'hui, émotionnellement, ça ne me fait rien. La charge, en fait, la charge émotionnelle, je vois, je la libère ainsi. Moi, c'est passé par l'oral et par la parole et après par l'écrit, parce que j'ai écrit un blog. Après aussi, je me suis beaucoup formée, j'ai fait une thérapie. Après, moi-même, j'ai fait beaucoup de formations. Après, c'est aussi m'exprimer en public, parce que voilà, il y a l'asso, comme j'étais quasiment la seule asso à faire des groupes de parole à Paris. On m'a régulièrement contacté que je fasse des émissions et donc je devais être porte-parole de l'asso. Donc j'ai dû travailler sur ma visibilité. Et crois-moi, la première fois, on dit t'es filmée en direct, machin. J'ai mon Dieu, il faut que je monte ma tête. Tu vois, mais c'est travailler aussi sur ça. Mais à un moment, j'ai tellement travaillé parce que j'ai pu exprimer des souffrances et sortir tout ça hors de moi. Je ne les portais plus, mais c'est pas comme ça en claquant des doigts. Hein. Je précise, c'est quand même un processus et ça prend du temps. Mais la première étape pour moi, c'est déjà sortir du déni. Tu peux pas changer quelque chose s'il n'y a pas d'acceptation. La phase numéro 1, c'est accepter et OK, même si tu aimerais que ce soit différent,
réalité où tu aimerais ne pas avoir vécu ça, je l'entends, mais la réalité est telle qu'elle aujourd'hui. Donc, ça commence par l'acceptation, parce que l'acceptation, ça ouvre les portes du changement. Ça, c'est certain, c'est pas moi qui le dis, mais voilà, en thérapie, on le dit. Sans acceptation, pas de changement. Si tu vois pas que tu as un problème, tu vas pas chercher la solution. J'ai donc, en fait, pour moi, c'est d'abord commencer à travailler dessus. Et je dis pas que c'est facile, mais c'est pour ça que moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ce qui m'est arrivé, une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, moi, je suis passionnée par tout ce qui est partage, transmission, et je vais transmettre, en fait, voilà, que ce soit sur ma chaîne YouTube, mon livre, etc., bah, des outils ou des clés pour que les personnes puissent avancer. Et pour moi, ça commence d'abord par sortir du déni ou la minimisation des actes, et déjà poser aussi des mots sur ce qu'on a vécu, qu'on ait ou pas le souvenir, etc. Finalement, c'est pas ça l'important, mais se dire, ok, voilà, j'ai vécu une situation où c'était un abus, une agression sexuelle ou un viol, etc. Même si j'ai pas tous les souvenirs, mais voilà, je sais que j'ai vécu ça, ou dans mon corps, je ressens ça comme ça, et je sais que c'est juste. Et ben, à partir de ça, quand tu as accepté ça, ben là, tu peux commencer à avancer. Tu poses déjà un premier jalon, on va dire. Mais tant que tu n'acceptes pas, non, mais j'ai pas vécu ça, et que tu vois, moi, quand j'en parlais pas, ça n'existe pas dans ma réalité, c'était impossible pour moi d'avancer dans mon parcours de reconstruction. Et pour moi, c'est ça la première étape. D'abord, ouvrir les portes de l'acceptation pour, en fait, avancer vers sa résilience. Et le travail de libération commence d'abord par l'acceptation, à mon sens, en tout cas. Ok. Est-ce que, Anya, tu as possibilité de nous donner, parce que je vois que l'heure avance. Oui, ça passe très vite. On pourrait parler des heures. Est-ce que tu as possibilité de nous donner une ou deux clés là qui, je sais pas, que tu as dans ton livre, qui peut. Oui, des clés pour avancer dans un parcours de résilience, ça, pour se libérer. Attends, j'ai tellement que j'ai 25 chapitres, donc qu'est-ce que je vais choisir? Des clés. Première clé que j'ai donnée, on va dire, qui est essentielle pour moi, c'est l'acceptation. Bon, je vais pas revenir dessus, je pense qu'on a compris. Bon, mais en fait, déjà, si on se dit, OK, aujourd'hui, j'en suis pas là, peut-être d'abord se situer. Parce que pour moi, l'acceptation, ça passe par un processus de deuil. Alors, quand je dis deuil, en effet, on peut penser à la perte d'un être cher, mais en réalité, quand tu as vécu un trauma de type violence sexuelle, tu passes quand même par des étapes d'un deuil, c'est-à-dire que ta vie aujourd'hui ne peut plus être exactement la même qu'avant le trauma. C'est pas possible. Donc, ça passe quand même par des étapes. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'acceptation, mais déjà, vous situez. Et je rappelle les processus, les 5 étapes du deuil, qui sont ceux du docteur Elisabeth Kubler-Ross, qui sont en première étape. Je donne, généralement, c'est cet ordre-là. Parfois, certaines personnes, ça peut varier pour l'ordre, mais globalement, c'est cet ordre-là. Étape 1, le déni. J'étais dans ma déni, c'est c'est pas possible, j'y crois pas, etc. Pareil, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, quelqu'un va décéder dans ta famille ou une maladie grave, etc. Souvent, on est dans le déni, mais j'arrive pas à y croire. Première étape. Deuxième étape, il y a une phase de colère. Voilà, je suis en colère, etc. Voilà, t'en veux un peu à la terre entière et tout. C'est légitime. Je précise, quand tu as de la colère, surtout quand tu as vécu des violences sexuelles, la colère est légitime. On a le droit d'être en colère contre l'agresseur, on a le droit d'être en colère contre les répercussions que ça a dans notre vie, etc. etc. C'est tout à fait normal. Troisième étape, souvent, on appelle celle du marchandage. Donc, c'est une sorte de négociation interne, une transaction. C'est dans cette étape-là, il y a pas mal de culpabilité qui apparaît. Donc, tu vas essayer de faire le scénario le film, voilà, de la scène, et si ceci, cela, et si j'avais pas fait ça, et machin, et voilà. Alors, souvent, il y a ces étapes. Généralement, je donne toutes les étapes, on va dire. Enfin, quatrième étape, il y a la phase qu'on appelle de tristesse ou dépression, qui fait partie des étapes du deuil. Voilà. Quand tu perds un être cher, et ça passe par les mêmes étapes. Et parce que là, tu commences, quand il y a une tristesse qui commence, la tristesse, c'est l'émotion de la perte, on va dire, qui est liée au passé. Ça veut dire que tu commences à admettre que déjà, tu es sorti du déni, c'est passé la phase de colère, c'est passé la phase de marchandage, tu es dans la tristesse, et comme la fin d'une relation, je sais pas, une relation amoureuse, par exemple, à un moment, tu passes par ces étapes-là aussi. Après le déni, la colère, etc. Tu dis, là, je suis obligée d'accepter, tu es en phase de tristesse. Et là, déjà, quand tu passes par ces étapes-là, aujourd'hui, on se situe, où est-ce que j'en suis? Cinquième étape, quand et passer la phase de tristesse, c'est là que vient l'acceptation. Tu as fait tout ce process-là, et là, tu commences à accepter, ok, là, j'accepte que la relation soit finie, ou j'accepte qu'on m'annonce ce diagnostic d'avoir cette maladie-là, ou j'accepte que mon proche, il est décédé, voilà. Et pareil, pour des violences sexuelles, j'accepte que cette épreuve soit là, mais en fait, c'est nécessaire de passer par toutes ces étapes. Moi, je connais personne qui passe de l'étape trauma, pof, demain, acceptation. Ah non, il y a quand même toujours une révolte intérieure, et c'est pas parce que je suis en colère, ou je n'y crois pas, ou j'essaie de refaire le scénario, etc. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, si elles n'en sont pas encore à l'acceptation, on n'est pas là pour se flageller. Mais essayez de vous situer aujourd'hui, où est-ce que j'en suis?
Parce que déjà, savoir que c'est un processus, tu peux te situer aujourd'hui, je suis à l'étape colère, tu dis, OK, bah, je vois après qu'il y a d'autres étapes. Ah tiens, aujourd'hui, je suis sortie de l'étape déni, je suis déjà à la phase tristesse. Savoir qu'on se situe, tu vois, où est-ce qu'on se situe dans le processus, je trouve que ça aide énormément. Ce qui manque aux gens, souvent, c'est la clarté. Voilà, je sais pas, je suis perdue, je sais pas où j'en suis. Mais si on t'amène de la clarté, qu'on dit que c'est un processus et que c'est normal de passer par ces étapes, ça va aider, en fait, un moment quand même. Il faut quand même comprendre que mentalement, bah, voilà, qu'il y a des processus. Ça nous rassure aussi de savoir qu'on... Ouais, alors après, moi, ce que je veux juste apporter, où il y a un... Attends, j'ai un... Je sais qu'il y a un écho, là. Et après, j'ai donné une deuxième clé. Bah, tu m'as dit 2 clés, j'apporterai une deuxième clé essentielle pour moi. Donc, ce que je voulais apporter, c'est que moi, par exemple, j'ai pas du tout eu de... Il y a pas mal d'étapes que je n'ai pas eues, en fait. Oui, c'est possible. Je l'ai dit, c'est tout, mais il y en a où tu peux zapper. Moi, j'ai expliqué pourquoi. C'est qu'en fait, quand j'ai eu accès à cette mémoire traumatique, j'avais fait déjà un sacré cheminement sur moi. Ouais. Donc, du coup, j'avais une conscience déjà avancée sur le processus d'incarnation qui fait qu'en effet, je n'ai pas eu ces phases de colère, etc. Il y a une accélération dans ton processus. Tu n'avais pas besoin de passer par ces étapes. Voilà, c'est ça. Et ce qui a été aussi important, et pour moi, c'est important aussi de le dire, c'est qu'à un moment donné, ça va être de sortir de cette identification de je ne suis pas mon passé, en fait. C'est vraiment. Oui, mais en fait, c'était ma deuxième clé que j'allais donner. En fait, que nous ne sommes pas nos épreuves, en fait, et qu'une épreuve, quelle qu'elle soit, ne conditionne pas le reste de notre vie. Et c'est important de se dire, déjà rien de te dire, tu vois, je suis une victime. En fait, ce n'est pas juste parce que quand tu me dis je suis, ça commence à devenir identitaire. En fait, tu peux utiliser tu peux dire je suis quelque chose, mais il faut que ce soit, on va dire, je suis une résiliente, c'est plutôt positif. Mais je suis une victime, tu te colles une étiquette. Donc, je suis une victime. Et tu as l'impression que ça devient ton identité. Non, en fait, j'ai été victime à un moment de ma vie, mais cette épreuve, elle ne me définit pas. Je ne suis pas qu'une victime, je suis bien plus que ça. En fait, c'est juste une facette de moi. J'ai été victime. Et la deuxième clé pour moi, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie. Ce que je veux dire, en fait, c'est reprendre la responsabilité de sa vie. Alors, je précise qu'on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé. La responsabilité des actes, c'est à celui qui les a commis. Il est entièrement responsable et coupable de ses actes. Donc, si c'est le violeur, l'agresseur, c'est lui qui est responsable. Par contre, on est responsable de quoi? On est responsable de ce qu'on fait de son épreuve. Si on choisit de rester, on va dire, en mode lamentation et je ne fais rien et je me laisse, je me morfonds et voilà, on est responsable de ce choix. Quand je dis responsable, ce n'est pas un jugement. Ça veut dire responsable, ça veut dire qu'on est capable d'agir sur une situation. Responsable, moi, voilà, le terme le mieux, je trouve, en anglais, je trouve qu'on dit très bien, on dit responsible, ça veut dire être capable de répondre. Responsable, ça veut dire ça. Je suis capable de répondre à une situation, ça veut dire que je suis capable d'agir, ça veut dire que je suis actrice ou acteur de ma destinée, ça veut dire c'est moi qui crée mon destin. Et ça veut dire que du coup, j'ai le pouvoir sur ma vie. Je peux retrouver, ça veut dire que je sors de l'impuissance de la position de victime ou du statut de victime ou de l'étiquette de victime et je retrouve toute ma puissance en reprenant le pouvoir sur ma vie parce que c'est moi qui tiens la télécommande de ma vie. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a agressé un jour que c'est lui qui tient cette télécommande-là. En fait, personne n'a ce pouvoir sur ma vie et de prendre conscience que, quelle que soit l'épreuve que tu as traversée, eh ben, c'est pas moi. Ça me définit pas. C'est juste une étape, un événement dans mon parcours, mais je ne m'identifie pas à l'événement comme je ne m'identifie pas à mes pensées. Je ne m'identifie pas à mes actions ou à mes paroles, en fait. Non. Et tu vois, c'est juste, pour moi, une expérience que tu traverses, certes, qui est très, très douloureuse, mais c'est pas moi. Je suis bien plus que ça. Je suis pas qu'une épreuve. Et quand j'ai pris conscience de ça, que j'étais pas, je pouvais faire le choix. En fait, on a le choix. Quand je dis responsabilité, c'est qu'on a le choix. Et quand tu as le choix, tu as ton libre arbitre et tu as le pouvoir d'agir. C'est comme ça que tu récupères ta puissance personnelle. Quand j'ai compris que j'avais le choix de ne pas rester une victime toute ma vie, mais là, c'est une prise de conscience, mais de fou, quoi. De me dire, oh, je pensais que j'allais rester une victime toute ma vie, mais là, j'ai le choix de faire quelque chose de ma vie. J'ai le choix de sortir de ça et je peux choisir d'avancer dans mon parcours et je peux choisir de me défaire de cette étiquette, en fait. Et je précise quand même que c'est important un moment qu'il y ait cette reconnaissance-là. C'est pour ça que voilà, si on porte plainte, ça nous aide aussi à avoir cette reconnaissance. Ou quand on se confie à quelqu'un va dire en effet, tu as été victime. Quand quelqu'un te dit voilà, tu as été victime, ça te donne aussi une reconnaissance pour dire quand tu es victime, en gros, tu n'es pas coupable. Donc ça te libère quand même d'un poids de la culpabilité. Mais à un moment,
pour moi, quand tu as cette reconnaissance, c'est pas une fin en soi, c'est la première étape pour pouvoir en sortir du statut de victime. Et une des clés fondamentales dans un parcours de résilience, eh ben, c'est d'en faire un point de départ, un moment, ok, tu as été victime, et c'est ton point de départ pour sortir de ça, pour aller en fait vers ta vie aujourd'hui, qui n'est pas résumée à ce que tu as vécu. C'est juste un chapitre du livre de ma vie, mais c'est pas le livre tout entier. Et heureusement que je ne suis pas limitée qu'à ça. Ou à n'importe quelle épreuve. Hein. Mais ça, c'est fondamental, reprendre la responsabilité de sa vie et prendre conscience qu'on a le pouvoir d'agir. Et si c'est dur d'avancer seul, une autre clé pour moi, voilà, j'ai arrêté de parler trop, mais une clé essentielle pour moi, pendant longtemps, j'ai compris, je pensais que demander de l'aide, c'était un signe de faiblesse. Ma croyance à moi, hein, j'ai travaillé dessus. Et c'est pour ça que je n'osais pas me faire aider, je vais réussir par moi-même. Et en fait, non. Le vrai courage, pour moi, demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, demander de l'aide, si on voit que seul, c'est trop dur, etc., c'est ça le vrai courage. Parce que ça demande énormément de courage, de bravoure, ça demande de la force, ça demande beaucoup d'humilité, de dire, je sais pas tout. Je vais demander conseil à quelqu'un qui a peut-être des compétences, qui sait, et de se faire aider dans un parcours. J'estime, quand tu as vécu des violences sexuelles, moi, j'encourage les gens à ne pas rester seuls. Alors, pas obligatoirement se faire accompagner si les gens ne veulent pas se faire accompagner, mais au moins de parler, libérer sa parole, aller en groupe de parole, mais en parler à d'autres personnes, parce que c'est essentiel d'être soutenu, en fait. Et on va remarquer que finalement, on pensait souvent qu'on était seul ou que personne ne peut nous comprendre, mais quand tu libères ta parole et que tu vois qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, tu dis, ah waouh, je suis pas folle, déjà, tu dis ça. C'est ça l'intérêt des groupes aussi, pour dire, l'autre personne aussi a vécu ça, et elle ressent la même chose que moi, et puis elle aussi, elle a ressenti de la culpabilité, de la honte, etc. Moi aussi, je te jure que ça aide énormément dans un parcours de... d'être dans une communauté ou un groupe de personnes qui est là, sans te juger, qui peut te comprendre avec très très peu de mots. C'est vrai, comme tu dis, je comprends quand tu disais que les thérapeutes qui n'ont peut-être pas vécu ça sont peut-être pas les meilleurs professionnels pour accompagner, peut-être. Mais moi, je dirais qu'en fait, les personnes qui n'ont pas vécu ça sont peut-être pas toujours les bonnes personnes pour accompagner la parole de quelqu'un qui a vécu ça, parce que c'est dur. Alors, sauf si tu as beaucoup travaillé sur toi ou tu es professionnel, de ne pas être dans le jugement. Il y a des personnes, tu vois, qui vont dire, ah oui, pourquoi tu n'en as pas parlé avant, tu vois, donc, tu dois souvent te justifier. Donc, quand tu partages avec des gens qui ont vécu des épreuves similaires, vu qu'on est passé par les mêmes difficultés, donc c'est pas la même histoire, mais on passe par les mêmes étapes avec les mêmes doutes et questionnements et difficultés, ça aide énormément d'avoir de l'entraide et du soutien d'un groupe. Je pense que ça va faire avancer mes vitesses puissance 10 dans un parcours de résilience. Le groupe, de toute façon, c'est très porteur, c'est très très porteur. Mais ça fait pas tout, ça remplace pas un accompagnement individuel ou un parcours individuel où tu travailles toute seule. Ça aide énormément, mais il y a toujours un travail à faire personnel. Et de toute façon, même un thérapeute ou un psy ou un coach qui t'accompagne, il ne fait pas le travail à ta place. Il est là pour te guider vers ton chemin, vers de ton auto-guérison. Si tu te guéris toi-même de l'intérieur, personne ne te guérit toi. C'est toi qui as ce pouvoir-là. Personne ne travaille à ta place. Et c'est ça qui est important de comprendre, parce que sinon, tu remets, dans ce cas, le pouvoir dans les mains de quelqu'un. Et non, il n'y a aucun coach, aucun gourou, aucun thérapeute, aucun ce que tu veux, qui va te guérir. C'est toi, tu te guéris. Et une personne, par contre, peut être là pour t'accompagner, te guider, t'encourager vers ta propre guérison. Et ça, c'est tellement important de prendre conscience que tout vient de soi. Tout vient de l'intérieur. Et ça, c'est fondamental. J'ai mis du temps à le comprendre. Donc, je partage des clés. Et j'en partage plein d'autres dans mon livre. Mais ça va être des clés essentielles. Et c'est là que tu peux faire un bond en avant, mais dans ton parcours, de prendre conscience de ça. Donc, aujourd'hui, je partage parce que pour que ça vienne de la boîte inconsciente à la boîte consciente, mais de comprendre que, en fait, on a le choix aujourd'hui d'avancer, de se libérer, et on peut choisir qu'une épreuve, quelle qu'elle soit, qu'on a vécue, ça, c'est juste une étape dans notre parcours, mais ça ne me définit pas, ça ne conditionne pas mon avenir. Et pas du tout. C'est pas parce qu'on a vécu une épreuve traumatique, aussi difficile ou douloureuse soit-elle, ça ne veut pas dire qu'on aura un avenir pourri, mais aucun rapport, en fait. Non, parce que c'est toi qui choisis à chaque instant. Et tu peux choisir ce que tu fais de ton épreuve. Parce que parfois, l'épreuve en soi, tu ne trouves pas le sens et tout. Et parfois, c'est pas parfois, ça n'a pas de sens, mais le sens, tu peux le créer. Vraiment, je dis, ok. Moi, je trouve le sens de mon épreuve, mais en réalité, tu peux donner du sens à ton épreuve. Et je trouve que dans un parcours de résilience, à un moment, quand tu es avancé suffisamment dans ton parcours, il y a cette question qui vient. À un moment, quel sens je donne, en fait?
Moi, à un moment, moi, le sens que j'ai donné, c'est parce que j'ai voulu accompagner d'autres personnes vers leur chemin de libération et aider d'autres personnes, en fait, sur ce parcours. Ça donne aussi du sens, tu vois. Je me dis, ben, ce que j'ai traversé, je peux aider d'autres par mon expérience. Et c'est vrai que ça peut être d'une aide aussi, voilà, de partager son expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, j'accepte volontiers de partager mon expérience de vie, mes difficultés que j'avais, et ce que j'ai appris sur mon chemin, ce qui m'a aidé dans ce parcours. Et c'est un processus, en fait, c'est un processus. Bon, bah écoute, merci Anya. Ce qu'on va faire là, alors il y a eu je vais juste afficher voilà. Alors c'est Evelyne Poulain qui disait, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, là on va passer maintenant aux questions. Et puis après on arrêtera parce que après quand les lives sont trop longs, on n'a pas envie de les regarder. Donc moi c'est vraiment important de faire des vidéos qui soient pas trop longues. Donc Evelyne qui dit: et les pieds représentent notre pas. Les femmes chinoises étaient freinées dans leur évolution, ayant les pieds bandés. C'est symboliquement très représentatif. Mais oui, c'est tellement représentatif, ça veut dire beaucoup. Hein. Voilà, on limite les femmes dans leur propre évolution ou dans les pas. Mais c'est vrai, c'est très juste, hein, cette symbolique. Et je suis tout à fait d'accord. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, ouais. Voilà, donc merci Evelyne pour ce commentaire. Donc on va attendre. Il y a d'autres questions. Et si tu me permets, Sophie, est-ce que je peux faire juste une petite parenthèse parce que quand je parlais de l'importance, très rapide. Je vois Anya que tu peux parler. En effet, que tu peux rester avec nous pendant 4 heures. Hein, je reviendrai une autre fois si tu m'invites. Mais moi, je parlais de l'importance, tu vois, d'avancer avec un groupe qui avance dans la même direction. Et moi, je trouve ça fondamental. Et si tu me permets, je vais juste placer parce que là, je rouvre en fait mon programme Les Alchimistes, où j'accompagne des personnes sur un chemin de libération, de résilience et voilà, d'alchimie, comment transformer le plomb de ces épreuves en or en fait. Et je rouvre les portes de mon programme, voilà, dès ce mois-ci, il recommence dès janvier, donc pendant 13 semaines, je vais suivre des personnes qui ont à cœur d'avancer vers un parcours alchimique pour transformer voilà, le plomb de leur épreuve en or précieux ou avec un groupe de personnes, un groupe d'alchimistes. Voilà, on va transmuter nos épreuves. Donc d'abord, ça va passer d'un parcours ça passe de l'épreuve à la libération, sur tous les plans, la libération à la reconstruction à la résilience, et après, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la résilience, et jusqu'à la quête de sens, et comment lui donner du sens à son épreuve. Donc le parcours que moi j'ai fait, tu vois, ces dernières années, je fais en fait avec tous mes outils en accéléré, avec mon groupe d'alchimistes. Donc voilà, je ne sais pas si tu pourras partager le lien, mais alors oui, bien sûr. Je vais rouvrir les portes de ce programme, et pour les personnes pour qui ça résonne, etc. Moi, j'offre une masterclass, voilà, je me pub, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Anya Tsai et les résilients ce dimanche, et je vais donner une masterclass gratuite sur un magnifique thème qui est de la résilience à la puissance. Voilà, comment passer à la résilience et au-delà et reprendre toute sa puissance personnelle. Donc voilà, je vais donner toutes les étapes fondamentales de la résilience à la puissance et comment s'empuissancer. Tu vois. Et ça, c'est vraiment ça, je trouve que c'est tellement... c'est ça qui me porte aujourd'hui, tu vois, d'accompagner un groupe avec moi et sur un chemin de transformation et d'évolution personnelle. Et ça apporte énormément, je trouve, dans un parcours. Je suis persuadée de l'impact. Ah oui, c'est fondamental. C'est clair. C'est fondamental, ouais. C'est clair. Bon, écoute, en tout cas, Anya, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. Il n'y a pas de questions de personne. Les gens. Pas de questions. Alors après, il y en aura peut-être après, plus tard, sur des replays ou quoi. N'hésitez pas. On y répondra. Je vais mettre sous la vidéo le lien pour te contacter si des gens sont avec plaisir, si les gens sont intéressés ou par les groupes de parole de mon asso, etc. Parce qu'ils ont des questions. Sur ton livre aussi. Et plein de grand plaisir. C'est alors. Hop, quelqu'un leur demande, je suis en train de... C'est Kat Medens qui demande... non, je ne connais pas son travail. Je veux bien qu'on m'explique. Je ne sais pas, c'est un thérapeute peut-être. Je ne connais pas. Est-ce que tu connais, Sophie? Moi, je ne connais pas. Pas du tout. Pas du tout. Beaucoup de choses à dire. OK. Ah oui. Je reviendrai en parler. Alors, on pourra refaire. Mais il y a tellement de choses à dire. En 1 heure de temps, on est obligé de choisir. Donc, c'est vrai que c'est un sujet où c'est intarissable. Oui, et puis il y a tellement à dire. À chacun aussi. Donc, il y a en effet
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, déjà là, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, voilà. Mais si vous voulez des clés, voilà, pour avancer, ben voilà, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos. J'ai même des conseils pour des gens qui veulent porter plainte. J'explique aussi avec une avocate la prescription, c'est quoi la différence entre un viol, une agression sexuelle, etc. Et après, je donne aussi des conseils, en fait. Il y a des témoignages aussi qui est important, tu vois. Souvent, on me dit, écoutez les parcours de d'autres résilients, des témoignages de personnes qui ont un parcours différent du mien. Moi, j'en ai un, mais on a tous des parcours différents avec des histoires différentes. Ça peut énormément aider. Donc, j'encourage les gens à regarder des parcours inspirants, des témoignages de vie. Et je trouve que parfois, dans certains témoignages, on peut se reconnaître, tu vois. Quand on a vécu l'inceste, si tu écoutes un témoignage d'inceste, peut-être que tu vas plus te reconnaître dans ce témoignage qu'une histoire qui est différente de la tienne. Et après, si vous voulez avoir des clés, avancer, déjà commencer à avancer, ou même si vous êtes déjà accompagné ou pas. Mais une première étape, moi, je donne énormément de clés dans mon livre, en fait. Moi, j'encourage vraiment à l'autonomie et la responsabilisation. Je donne des clés dans ce livre-là lors de nos cicatrices. Se libérer, se reconstruire après des violences sexuelles. Et c'est un livre, je précise, c'est pas un livre de témoignage, c'est un livre où je donne des outils thérapeutiques, des outils que moi j'utilise en coaching, en thérapie, lors de mes séances. Super, et donc ça passe beaucoup par l'écriture parce que c'est un livre aussi, mais je donne des exercices concrets, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je fais aussi en séance et que les gens puissent eux-mêmes mettre en pratique parce que j'estime que peut-être tout le monde n'a pas l'argent, les moyens de faire une thérapie individuelle parce qu'en effet, ça a un coût. Mais déjà par soi-même, on peut avancer. Et il y a des exercices très puissants comme comment se libérer de la culpabilité, etc. Et on peut déjà commencer à avancer en toute autonomie, en toute liberté, à son propre rythme. C'est vraiment important de respecter son rythme et de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Et voilà, on fait de son mieux dans son parcours. Donc, il y a pas mal d'outils. Je vous invite à explorer, voir ce qui vous convient, ce qui résonne pour vous. Et si vous avez des questions, contactez-moi. C'est ça. Et moi, de toute façon, je mettrai les liens sous la vidéo. Donc, merci à tous. Merci Sophie pour l'invitation. C'était un plaisir de passer ce moment-là avec toi et puis avec les personnes qui étaient là. Dalila qui nous met chapeau bas, être aussi clair dans vos mots. Merci. Vraiment merci à tous. Merci pour ceux qui regarderont ce replay. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous les posez dessous et puis on sera attentive pour y répondre si on peut y répondre par écrit. Voilà, donc merci à tous. Rejoignez-moi dimanche si vous êtes intéressés sur ma masterclass. Et je vais donner des outils chaque semaine dans des masterclass le dimanche à 18h pour aider les personnes à avancer dans leur parcours de libération et de résilience, en fait. Okay. Et c'est mon travail de transmission, c'est ça qui me passionne aujourd'hui, transmettre. Parfait. Parfait. Merci. Merci à tous. Merci Ania. Et à bientôt pour de nouveaux lives. Bonne soirée à tous et bon week-end. Merci. Au revoir.